Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et BioPure, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. À trop vouloir bien faire, comme Icare, on se brûle les ailes. Nous voulons aller toujours plus loin, plus haut, plus vite et plus intensément, et bien souvent nous nous épuisons jusqu'au burn-out. Mon invité est kiné, ostéo et spécialiste en posturologie, biokinergie et graphologie, en médecine chinoise et en stratégie mentale. Il a vécu 3 burn-out et a expérimenté ce sujet aussi à travers l'état d'épuisement de nombre de ses patients. On a tous plus ou moins flirté avec ces états limites, physiques et psychiques. Aujourd'hui, nous allons parler de comment revenir à notre moi le plus profond pour éviter le burn-out, ce qu'il nomme le fameux complexe d'Icare, titre de son livre aux éditions Flammarion. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lombard dans Métamorphose. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, commençons par ces chiffres. 36% des Français déclarent avoir eu un burn-out. Alors c'est quoi le burn-out ? Ce n'est pas une dépression, mais une combustion, vous dites. Oui, alors, je crois que la définition qui est une métaphore, c'est Freudenberger qui a été un des premiers. Il y a eu Bradley en 69 et Freudenberger dans les années 70. Et il a cette métaphore qui est, je pense que vraiment c'est ce qui donne la définition la plus simple. C'est une maison dont les 4 murs sont parfaits de l'extérieur. On ouvre la porte et tout à l'intérieur est consumé. Ouais, c'est une sacrée métaphore. C'est une belle métaphore et je pense que ça qualifie parfaitement. Et c'est intéressant parce que ça amène déjà l'idée de l'apparence extérieure. On ne doit rien voir. Le candidat au burn-out est quelqu'un qui ne montre rien. Mais par contre, à l'intérieur, là, les dégâts sont conséquents. C'est dévasté. Voilà. Alors, mes 3 burn-out, je dois dire, plus les burn-out que maintenant je traite, et puis ma spécialité sur le stress, a fait que j'ai amené, de par mon expérience, une définition qui me paraît plus juste. C'est une catastrophe, je dis bien une catastrophe énergétique, qui atteint l'être humain dans sa globalité, jusque au plan cellulaire. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de Bruce Lipton. Et cela parce qu'il a subi un stress depuis des années, un stress permanent, qui a épuisé toutes ses ressources jusqu'à le consumer. Ça veut dire que c'est un problème énergétique. Si on ne le prend pas par le côté énergétique, et ça c'est un peu ce que j'amène dans ce livre, je pense qu'on peut pas comprendre. Burn, il y a 2 mots dans le burn-out. Il y a burn ça veut bien dire brûler. Montrez-moi un mot dans la médecine occidentale qui traite pas la brûlure, mais le consumé intérieur. Il y en a pas. L'inflammation, ce n'est pas une inflammation. C'est vraiment une surchauffe cérébrale Ça grille. de quelqu'un qui est en permanence en train de douter de lui, de vouloir faire mieux. C'est jamais assez bien. Et donc il y a un profil là-dessus, mais il y a surtout cette surchauffe. Et puis, cette surchauffe va s'emballer. Donc, on est bien sur un élément énergétique, va s'emballer, va l'épuiser. Donc, on a toutes ces ressources énergétiques vont, à la fin, commencer à ne plus répondre. Et puis, il y a une deuxième chose, et c'est là où c'est vraiment énergétique, c'est que lorsqu'il y a le feu dans la tête, et tous mes patients me le disent, c'est vraiment, ça s'enflamme et ça s'emballe. Et il y a le feu là-haut. Et je n'arrive plus à arrêter ça.
C'est avant tout dans la tête, avant d'être dans le corps, justement. Alors, c'est là où c'est dans le corps. C'est dans le corps, mais au départ, c'est dans la tête. Ce qui veut dire que dans le burn-out, il y a une histoire que je ne traite assez vite dans le livre. C'est l'histoire du profil du burn-outé. Tout le monde ne fera pas des burn-out. Qui fera des burn-out? Les hypersensibles? Alors, entre autres, les hypersensibles qui sont au sommet de l'art. Oui. Merci, bienvenue. Je crois qu'on est 2. On est 2 et je crois que ça représente 15 à 20% de la population. Voilà. Donc, on est quand même assez nombreux. Voire, à mon avis, les jeunes, on arrive à 20-30%. Dans les jeunes générations. Dans les jeunes générations. Qui sont hyper, comme je dis, allumés et hypersensibles, vraiment. Et puis, le profil de base, je dirais, avant l'hypersensible étant au sommet de cet art, c'est le profil du bilieux. Le bilieux, c'est quelqu'un qui se fait de la bile. Oui. Oui, c'est un profil en naturo. Et c'est un profil en naturo. C'est un profil en caractérologie, en graphologie, je l'ai, et je l'ai retrouvé en stratégie mentale. Alors, à quoi il ressemble, ce bilieux-là? Alors, ce bilieux, je faisais rigoler la dernière fois un chef d'entreprise parce que je lui disais, vous êtes bilieux. Il me dit, mais ça se voit à quoi? Je dis, quand vous êtes au téléphone, vous restez immobile ou vous passez votre temps à faire des allers-retours? Il rigole en me disant, mais je suis incapable, je suis obligé de me lever et je passe mon temps à faire les 100 pas. Et je lui dis, est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que en médecine chinoise, on apprend que quand on est bilieux, le fait de marcher pompe le foie. Donc on s'auto-traite le foie parce que d'être au téléphone demande une attention particulière et le foie est en hyper-travail. Et donc la façon de le relâcher, c'est ça. Donc c'est déjà, on peut détecter un bilieux par ça. Et vous verrez, essayez de rester tranquille. Ce qui est intéressant, c'est que, et j'aime bien les hommes politiques parce que ce sont des exemples extraordinaires. Nombre d'hommes politiques sont capables de vous faire un discours de 20 minutes, 1 heure, 2 heures, ils bougent pas, mais d'un iota. Pourquoi? Parce que les scrupules, ça les étouffe pas, et alors bilieux, ils ne le sont pas du tout. Ah oui? Ah bah oui, ça, ils se posent pas la question de savoir. Donc ils n'ont pas le risque du burn-out. Remarquez, tant mieux, parce qu'un chef d'État, il vaut mieux qu'il parte pas en veille. Il vaut mieux qu'il soit sans froid, mais ça serait bien aussi qu'il se pose des questions. Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, donc ça veut bien dire que le candidat du burn-out, c'est quelqu'un qui se pose des questions et donc qui se fait de la bile. Oui. Donc c'est le foie. Et le foie va s'enflammer. C'est un organe yang, puisque tout le livre est construit comme les courbes sur le Tao, donc sur cette. Et bien sûr, on va y revenir. Oui. Voilà, on y reviendra sur cette balance qu'on doit avoir entre yin et yang. Le yang étant le feu, le yin étant l'eau, donc le refroidissement. Et donc le foie travaille de trop, et il va nourrir. Parce qu'il y a des méridiens qui montent, le yang va monter à la tête. Et donc va alimenter ce questionnement, cette remise en question, et ce côté hyper scrupuleux et perfectionniste du candidat au burn-out. Il est dans le mental, ce candidat au burn-out. Absolument. C'est ça, donc il est coupé de ses sensations, c'est pour ça qu'il voit souvent pas le truc venir. Et il se coupe venir. du sol. Ouais. Souvent, le burn-out est comme une surprise. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on sait que pourtant, il y a des signes précurseurs du burn-out. On appelle même ça, je crois, le burn-in. Et pourtant, on a l'impression que ces gens qui partent en burn-out, et moi, je suis passée pas loin, donc je le vois bien aussi chez moi. Pourtant, je me sens pas très bilieuse, mais je suis hypersensible. Mais on va pas faire ma thérapie aujourd'hui, mais c'est intéressant par rapport à ce que vous dites. Ouais. Mais c'est vrai que, curieusement, les gens partent comme ça du jour au lendemain. On entend dire il a été hospitalisé, il a fait un burn-out, et on a l'impression que personne n'a vu le truc venir. Alors, c'est vraiment, je dirais, parce que j'ai fait 3 burn-out, que j'avais beaucoup lu, que je travaillais beaucoup sur le stress, que les 3, je ne les ai même pas vu venir, que le premier, je savais même pas que c'était un burn-out. Il a fallu que ça soit au deuxième que je vois une amie rhumatologue, naturopathe, cardiologue qui m'a dit, mais mon cher ami, c'est un magnifique burn-out que tu es en train de faire. Et où là, je me suis interrogé sur le premier. Et quant au troisième, 5 ans après, 2015, où là, normalement, je devrais plus être devant vous parce que j'aurais dû vraiment, on me donnait aucune chance d'en sortir. À ce point-là? À ce point. Ouais. Alors, justement, j'ai vraiment
compris un certain nombre de choses, et c'est pour ça que si ce livre peut aider des candidats à des burn-out à ne pas perdre de temps et à identifier très vite s'ils sont déjà un profil ou pas, et deuxièmement, du coup, à prévenir, je pense que ça sera énorme. Et surtout, et c'est là où ce que peut-être j'apporte dans ce livre, c'est que pour moi, il y a 2 phases, comme il y a 2 mots. Il y a le burn, qui est la phase où on commence à brûler, on commence pas à brûler, on commence à chauffer, je dirais, dans sa tête. Et ça s'emballe, et on n'arrive plus à arrêter cette machine à penser qui devient infernale. Et puis, ça va durer le temps que ça va durer, en fonction des disponibilités de ressources de chacun. Et puis, le problème, c'est la phase de out. La phase de out, elle ne prévient pas. C'est le cerveau archaïque qui gère notre état de survie et qui va estimer que puisqu'on n'entend pas les appels qu'elle nous a déjà donnés, et on refuse de les entendre, et on switch, eh bien, il dit, très bien, là, tu es passé à ce niveau comme un rupteur d'un moteur de voiture, il prend du jour au lendemain, il prend les rênes en main, il arrête tout, il coupe tout, et le principe du burn-out, décrit classiquement, c'est un matin, on se lève pas. Il vous met à terre, repos forcé. Ah, mais repos forcé, quoi. Et là, on retrouve effectivement Bruce Lipton, que j'ai interviewé dans un podcast qui a eu beaucoup de succès. Vénard. J'ai de la chance, j'en suis consciente. Mais où il dit effectivement, c'est le tigre a 2 dents, et là, il s'agit de la survie, et donc là, on coupe tous les systèmes. Et on coupe, et on prévient pas. Alors, quels auraient pu être justement les signes avant-coureurs, tous les signes qu'on n'a pas entendus à ce moment-là? Donc, c'est le mental qui commence à s'emballer, vous l'avez dit. Alors, déjà, de connaître son profil. Je dis à tout le monde, essayez de comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est hyper scrupuleux, qui se pose toujours des questions, qui cherche à toujours faire mieux? Le perfectionniste. Le perfectionniste. Je crois que c'est vraiment le perfectionniste. Et puis le bilieux, d'accord? Si déjà on a ça, une connaissance de soi, comme je dis, la vie, c'est un chemin de conscientisation. Et on arrive au 21e siècle, vraiment, où là, on est à un niveau de perception de soi qui est nécessaire. Et je le dis, et c'est là où ma graphologie, ma posturologie, mes études de médecine chinoise et l'ostéopathie m'amènent à dire qu'une verticalité, ça se fait sur une assise sacrée. Actuellement, on ne peut plus passer à côté de quelles sont ces valeurs sacrées, quelles sont mes valeurs sacrées. Donc, qu'est-ce que j'accepte de faire? Quelle est mon écologie de moi? D'accord. Et ça, c'est vraiment fondamental. À partir de là, on peut amener une verticalité. Si vous courez tout le temps, et comme je dis, il y a 2 questions, c'est quelles sont mes valeurs propres et après quoi je cours. Et combien de fois j'ai eu des burn-outés qui m'ont dit, mais après quoi je cours? Après quoi je cours? Alors, est-ce que ça montre aussi ce sentiment de vide intérieur qu'on a besoin de combler parce qu'on court après quelque chose qui est forcément une chimère, que ce soit le travail, etc. Pour se mettre dans cet état-là, ça n'en vaut pas la peine. On le sait bien mentalement. On peut pas s'en empêcher. On sait qu'il faut diminuer, ralentir, mais comme s'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à faire autrement. Alors, bon, Hélène Aron, dans sa description des hypersensibles, dit que oui, il y a une base de départ qui fait qu'on se met dans le travail, à corps perdu, je dirais. Et à corps perdu, ça veut bien dire à corps perdu. Donc, on s'oublie, je dirais, dans le travail. Alors, il y en a qui vont très très loin, on fait partie de cela. Petit correctif quand même, les 3 burn-out que j'ai faits sont des burn-out affectifs. On commence à parler de ça maintenant. J'étais un des premiers à le dire. Le burn-out au départ, c'était simplement stress au travail. On parle peu du burn-out amoureux, entre guillemets. On commence, voilà. Et pour moi, ça a été ce stress-là. En fait, le travail me nourrissait, moi. Pourquoi? Parce que, et je crois que votre question, elle touche un point sensible de ces profils de burn-out. C'est souvent des gens qui ont une estime d'eux qui est voire nulle, voire négative. Je pense que moi, j'étais plutôt à 10 000 pas sous
terre. Et donc, par conséquent, comme beaucoup d'hypersensibles qui se demandent ce qu'ils font sur cette terre, qui ont énormément de mal à s'incarner et qui n'ont qu'une idée, c'est de partir, je veux dire. Donc, c'est vrai qu'on a du mal, ou de partir carrément de terre, que cette vie s'arrête, parce que la vie est vraiment un souci, ou est vraiment on a vraiment du mal à accepter de vivre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comme j'ai cette chance d'être passionné par mon boulot, je n'existais et je n'étais bien que quand je traitais, parce que j'apportais du bien aux autres. Quand je voyais quelqu'un qui était complètement, qui avait plus mal, ça me mettait en joie. En joie. Oui, il y a une reconnaissance aussi et puis du bien qu'on fait à l'autre. Ouais. Alors, vous aviez développé justement ce faux self, il faut réussir à le dire, celui qui cherche la perfection. Voilà. C'est Pierre Corré que je salue ici et dont je salue la mémoire. Oui, tout à fait, qui vous a suivi et qui a vraiment participé, qui a eu très peur. 2 ans après, et qui vous a tiré de là. Comment t'es encore debout, toi? Et c'est ce faux self qui cherche la perfection et qui vous a conduit, vous disiez à l'instant, à devenir ce thérapeute un peu magicien pour ses patients, mais au prix de votre santé. Parfaitement. Alors, j'ai fait, et ça c'est ce que je donne comme à tous mes patients qui ont passé la phase 2, c'est-à-dire donc la phase out du burn-out, il faut absolument faire un travail sur soi. Et un travail vraiment de minimum de 24 mois, quoi. C'est ce que j'ai fait avec Pierre Coré et qui m'a appris. Alors on revient à l'enfance, que c'est toujours pareil. J'ai eu des parents. C'était un psychothérapeute, un psychologue, c'était un psychiatre, psychothérapeute et vraiment qui était très jungien et qui me disait je n'ai pas eu de structure ni par ma mère ni par mon père. Et j'étais, d'après ce qu'il disait, et l'analyse s'est avérée bien exacte, c'est que j'étais un double déni et de mes deux parents et un double alibi. Donc un enfant qui vient comme ça alors qu'il n'était pas prévu et dans l'histoire de mes parents il y avait d'autres choses qui étaient un secret de famille. Oui. Moi je suis arrivé là-dedans et c'est vrai que je n'étais vraiment pas avec un sentiment de pas être à sa place quelque part, quoi. Oui, et du coup pas eu de structure, quoi. Ouais. Donc la structure, qu'est-ce que vous faites pour tenir debout? Vous vous la faites vous-même et vous inventez, vous mettez dans une structure. Et cette structure pour moi, ça a été quoi? D'exister sur un plan social. Bien sûr. Mais je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans votre exemple. Je pense que nombre de personnes, et probablement j'en fais partie, se construisent à travers effectivement le métier, la reconnaissance, l'identification. Oui, et puis je pense que quand je pose vraiment des questions à beaucoup de mes patients qui sont dans ce souci de perfection, nombre de patients ne se supportent pas, ne s'apprécient pas, se sentent pas légitimes, ne s'en sentent pas légitimes, ô combien. Ouais. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors comment le Tao, vous en avez parlé tout à l'heure, et nos états yin-yang, puisque vous êtes spécialiste du sujet, peuvent-ils nous aider à décrypter notre état général avec cette notion vraiment d'interdépendance entre les facteurs psychologiques et physiologiques? Ouais. Bon, je suis un humble connaisseur, parce que je viens de passer en mois de décembre dernier sans avoir ramené le Covid. 3 semaines à l'hôpital de Fushan, donc en Chine du Sud, et où là j'étais vraiment. Alors on avait des échanges parce que c'était professionnel. J'avais des échanges avec une spécialiste qui est vraiment médecine chinoise, donc je suis un humble connaisseur de la médecine chinoise. Vous parlez de notre amie commune entre autres. Oui, entre autres, de Marie-Pierre, oui. Mais là, elle était, présidente de l'hôpital de Fushan. Donc c'est vraie chinoise. Oui. Et donc, alors, le Tao, c'est quoi? C'est une philosophie mais c'est pour moi une science, d'accord, qui est à la base même de la pensée chinoise, qui vaut que, en fait, il y a une écologie du système. Et c'est extraordinaire parce que Janine Fontaine, dans sa définition de l'écologie, dit la même chose. Il y a une solidarité totale, il doit y avoir une solidarité totale entre l'homme et l'univers. Oui. Et le Tao, c'est ça. C'est en fait
ce qui fait qu'on est en bonne santé, ou ce qui fait, et là on revient à l'éther avec sa courbe, qu'elle est absolument la même que la mienne. Alors on en a parlé en antenne, mais pas nos auditeurs, on leur en parlera tout à l'heure. Absolument, c'est que tout écosystème dont nous devons répondre à des lois biologiques, et cette loi biologique, c'est un équilibre dynamique entre le yin et le yang. Alors, on va faire... j'ai 2 métaphores là-dessus. La première, c'est la plante. La plante, elle va, par ses racines, nous, c'est nos pieds, dans le sol. Elle puise l'eau du sol et elle ramène cette sève qui va la nourrir et qui va faire qu'elle va croître, embellir. Et plus elle aura d'eau, plus cette eau sera riche, plus elle aura donc de ressources, plus elle sera, comment dirais-je, une belle plante, je dirais. Sauf que si elle n'a que la terre, si vous la mettez dans une cave, sans soleil, elle va mourir. Donc par conséquent, il faut quoi aussi ? Il faut le soleil et il faut la lumière. Donc c'est le yang va venir du ciel, du soleil, et va amener la photogénèse, c'est la photosynthèse, qui va faire que ces cellules vont créer toute une biochimie, etc., qui va faire qu'elle va à nouveau... donc il y a les deux, il y a le yin qui vient de la Terre, qui est donc une énergie montante, il y a le yang qui est une énergie descendante. Et il y a donc une marée énergétique entre les deux. C'est cette alchimie qui fait qu'elle se développe et croît. Nous sommes absolument pareils. D'accord, je me souviens de ma prof de médecine chinoise qui disait aux parents souvent, ne soulevez pas vos petits enfants, vos bébés, mettez-vous au sol parce que vous les coupez de la terre. Intéressant. C'est intéressant quand même. Alors maintenant, deuxième métaphore pour comprendre cette notion qui est absolument étrangère à l'Occident. Le yang et le yin. On dit que l'un crée l'autre et l'autre crée l'un, c'est-à-dire qu'ils s'auto-alternent. Le jour et la nuit, on a 24 heures. D'accord. Donc, à midi, vous êtes au maximum de yang, vous êtes à 0 de yin. Puisque le yin, c'est la notion féminine. Alors, il n'y a pas d'inégalité, c'est une polarité féminine. Il y a vraiment pas une notion supérieure à l'autre. Donc, la nuit, c'est le yin. Le yang, c'est le jour. Donc, à midi, on est au maximum de yang, on est à 0 de yin. Dès que on a passé une seconde de midi, le yang va commencer de décroître, pendant que le yin va être à 1. Et puis on va arriver à 15 heures, où là, le yang aura décru d'un quart, puis on va arriver à 18 heures, où il aura décru de moitié, pour arriver à minuit, où il sera à 0. Par contre, pendant ce temps-là, eh bien, le yin aura fait l'inverse. Et je pense que tout le monde comprend ça. Maintenant, ça veut dire quoi l'alternance dynamique ? Je dis à mes patients, et ça je le fais souvent en conférence, parce que de temps en temps j'ai quelques matérialistes qui me regardent en disant vos histoires de yin et de yang c'est n'importe quoi. Je dis bon très bien. La notion yang, c'est l'expiration. La notion yin, c'est l'inspiration. Alors maintenant, très simple. Notion d'équilibre dynamique. Vous allez inspirer un volume. Et vous allez rester comme ça pendant 24 heures. On appelle le SAMU. D'accord ? Vous faites pareil pour l'inspiration. Pareil. Qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, plus subtil. Vous allez inspirer 2 volumes. Vous allez expirer que 1 volume. Vous allez durer longtemps ? Non. Voilà. Donc, à une inspiration d'un volume doit succéder une expiration du même volume. C'est tout le jeu des complémentarités. Oui. Complémentarité. Maintenant, on passe à l'activité et au repos. Activité, c'est une notion yang. Le repos, c'est une notion yin. On doit avoir une activité de 1 à laquelle doit répondre un repos de 1. Oui. Quand vous êtes en hyperactivité permanente, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en activité à 1, puis à 2, puis à 10, puis à 100, et on continue.
Et que me disent ces patients-là? Ils arrivent même plus à dormir. Pourquoi? Parce que pour dormir, il faut avoir un état du cerveau qui soit apte à être au repos. Comme on ne connaît pas les techniques telles que le yoga, telles que de la réflexo-plantaire, telles que simplement une respiration abdominale pour commencer à faire lâcher le cerveau avant d'aller dormir, que souvent on rentre tard à la maison, qu'on mange, qui est une activité yang, demander à un cerveau qui est en pleine activité d'aller se coucher. Ouais, c'est pas possible. D'ailleurs, je me souviens, vous m'aviez dit, j'étais venue vous voir parce que j'ai la chance de vous avoir comme ostéopathe, entre Je ne sais pas si c'est une chance. si, c'est une chance. Et vous m'aviez, à un moment où ça allait pas très fort, il y a quelques temps, un petit moment déjà, et vous m'aviez dit, oula, justement, vous êtes, attention, parce que là, vous allez quand même vers le burn-out. Et vous m'aviez dit, mais il suffit pas de prendre des vacances pour se reposer, parce qu'il y a des gens qui se disent, allez, je vais prendre 15 jours de vacances, je vais aller sous les cocotiers, et puis ça va aller beaucoup mieux. Et vous dites, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, et Bruce Lipton le dit, en le démontrant sur un plan. Lui, Bruce Lipton, hein, ça a été un des pionniers de la recherche sur la cellule souche, et donc c'est un spécialiste de la cellule, je veux dire du fonctionnement cellulaire. Et donc quand on sait qu'on a entre 50 et 100 milliards de cellules, 1000 milliards de cellules qui fonctionnent toutes pareilles, si vous imaginez que vous êtes en état de stress qui commence à atteindre chacune de ces 50 à 100 000 milliards de cellules, vous pouvez vous dire que quand je parle de catastrophe énergétique, c'est vraiment une catastrophe énergétique qui atteint jusqu'au plan cellulaire. Oui. D'accord ? J'ai du coup oublié votre question. Non, on parlait de juste les solutions. Comment partir en vacances ne fonctionne pas. Oui, alors justement, lui dit qu'il ne suffit pas simplement de partir en vacances 15 jours. Et quand je suis en conférence et que je dis il ne suffit pas de partir 15 jours en vacances, parce que très souvent, on me rapporte que dès le premier jour de rentrée, déjà le soir même, on est encore plus fatigué qu'avant d'être parti en vacances. Et je me retourne vers tous les chefs d'entreprise que j'avais devant moi ou les cadres dirigeants, et ils sont tous là en train de me dire « Ah bah oui, et oui. » Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand vous vous êtes épuisé, quand vous vous êtes consumé de l'intérieur, quand vous avez vidé vos ressources, ce n'est pas 15 jours qu'il vous faut. La deuxième chose, ça c'est encore dans la phase de burn-in, c'est-à-dire dans la phase 1 du burn, d'accord ? Quand vous êtes dans la phase out, ça veut dire que votre capital de ressources est complètement entamé et que c'est pas en 15 jours que vous allez retrouver les ressources. Regardez, et alors je rappelle que ce livre, je l'ai fait à partir de 2 courbes. La courbe de Lietaer sur l'écosystème planétaire, qui est un économiste, et qui est un économiste, appliqué au monétaire, et moi sur la biologie humaine et sur le stress. Or, lui dit, et on le sait bien, que la Terre est abîmée de façon dramatique, et je cite Pierre-Élie Bourguignon par rapport à ça. Et on sait très bien que l'état de la Terre, là, c'est pas en 2 jours que on va lui permettre de réparer notre écosystème. On a vu quand même, c'était intéressant, parce que cette crise de Covid-19 que moi je prévoyais, que lui prévoyait également, alors on savait pas que ça allait être une pandémie, on pensait que c'était quelque chose qui allait arriver. Et Greg Braden l'avait dit depuis les années 90, 88, dans l'éveil au point zéro, où il disait que n'importe comment la course en avant qu'on a est telle qu'un de ces jours, le système va se casser la figure. Le mur, on vient de se le prendre. Et j'espère que c'est le seul. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul. Alors justement, est-ce que ça a donné des burn-out ? Je fais une petite digression. Est-ce que ça a donné des burn-out post-traumatiques de cette situation ? Est-ce que vous commencez à en voir ? Alors, ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de personnes qui étaient des candidats au burn-out, qui n'ont pas utilisé ces 2 mois d'arrêt obligatoires pour autant qu'ils les aient eus. Parce que beaucoup de gens, surtout ces gens-là, ont continué, cadres dirigeants et autres, ont continué de travailler en télétravail. Sans parler des soignants. Alors, je parle même pas des soignants, sont repartis comme en 14, voire pire. Pour rattraper. Pour rattraper le temps.
Et pour se dire zut, et comme ils sont en train naturellement perfectionnistes, eh ben ils le sont encore plus. Avec cette peur, et le mot peur est essentiel, il y a 2 mots essentiels là-dedans, ou 3 je dirais, c'est stress et peur. La peur, c'est en médecine chinoise, c'est le méridien du rein, d'accord, et c'est la fonction du rein. Le rein, c'est ce qui permet à aller chercher la ressource dans la terre, donc l'énergie yin, et le rein a 2 fonctions en médecine chinoise. Un, c'est de nous amener l'énergie de fonctionnement. Donc, et d'ailleurs, quand on dit qu'on est à bout, qu'on est éreinté, on est crevé, on est éreinté, n'est-ce pas? Donc, c'est bien l'énergie. La langue des oiseaux nous amène ça. Oui. Et il a donc 2 fonctions. L'énergie qui nous permet de travailler et de fonctionner. Mais la deuxième chose, et c'est là où ça devient grave, quand ils sont en état d'épuisement, et ils le sont toujours dans une phase de burn évoluée, c'est le pompier de l'organisme. C'est lui qui distribue l'eau pour apaiser le feu là-haut. Si vous avez en plus les pompiers qui ont une panne de batterie, donc ils peuvent même pas démarrer le camion. C'est clair. Et en plus, ils sont comme les pompiers de Notre-Dame à pas pouvoir amener l'eau là où est le feu. Parce que à Notre-Dame, le toit était à 50 mètres et les lances, c'était intéressant, lançaient à 30 mètres. Donc, voilà, le résultat, il est là. Et le résultat d'un burn en phase out, il est à l'image de Notre-Dame. Oui. C'est pas joyeux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions, justement? Déjà, est-ce que quand on a eu un burn-out, on est fragilisé à vie quelque part? Est-ce qu'il faut mon expérience, mon humble expérience, mon intime expérience dit oui. Mon dernier burn-out était de 2005 et je ne retrouve pas. J'ai une fragilité, je ne retrouve pas mes capacités que j'avais avant. Et vous restez évidemment vigilant. Et je reste extrêmement vigilant. Tous les gens qui ont fait des burn-out, qui ont atteint la phase 2 du burn-out, ont j'allais dire la trouille au ventre, mais c'est peut-être bien expressif, de retomber dedans. Ouais, chat échaudé, craint l'eau chaude. Oui, c'est pire que ça même. Parce que c'est vraiment, ils savent, et moi je sais que n'importe comment, mon 4e, j'ai même pas le droit d'en faire un. Ouais. Je puis vous assurer que j'ai changé mes pas. Alors, pour répondre à la question, de par mon expérience, le 3e burn-out a fait quoi? Que j'ai, n'importe comment, on m'a pas donné le choix, et mon corps pas encore moins, c'était le 3e, il a fallu que je me remette. Donc j'ai eu un traitement de cheval et qui dure encore 5 ans après. D'accord ? Juste avant vous, j'étais encore en train de me faire un massage pour me détendre. Et je fais de l'acupuncture, et je fais de la réflexoplantaire, etc., etc. J'ai dû changer de régime alimentaire pour amener un régime où je ne prends plus de sucre, où j'ai vraiment une hygiène alimentaire. Le 3e élément, c'est que j'ai fait un travail avec Pierre Corré, avec un psychiatre, psychanalyste, pour comprendre pourquoi j'en étais là et quelle était la raison de cette non-écologie de moi. Et vous voyez qu'on revient à un problème général, c'est l'écologie planète, mais l'écologie de soi. Et il y a un livre qui est d'un Américain, le Dr. Dean, qui dit « Sois toi et tu changes le monde ». Bien sûr. Tout est le reflet de tout, nos intériorités, exactement. L'extérieur nous reflète. Et puis apprendre, puisqu'on sait qu'on a tendance à chauffer dans la tête, qu'on a tendance à avoir un foie qui galope très vite, dès qu'on commence à avoir des signes où on se dit tiens je dors moins bien, dès qu'il y a une nouvelle, hier j'avais un cadre dirigeant, femme de 35 ans, qui me disait je gère plus. Elle a fait déjà un burn-out, elle a 35 ans, et là elle me dit je ne gère plus, je sens bien que ma réaction, j'ai eu trois mails qui étaient des mauvaises nouvelles dans mon travail. Tout de suite ça la met dans des états ça la met dans un état possible. Quand vous avez ça, je lui dis vous commandez une réflexoplantaire, et il y a maintenant des thérapeutes qui viennent même dans les bureaux, et au moins comme ça leur permet de continuer de travailler, mais au moins ils se relaxent. Et surtout, je leur dis, vous partez
un week-end, vraiment totalement off, vous lâchez votre ordinateur Digital detox, et vous mettez sur vos comment dirais-je, vos valeurs une fois de plus. Après, et vous vous posez ces deux questions qui pour moi sont fondamentales. Après quoi je cours? Quelles sont mes valeurs? Et puis. Alors quand vous dites quelles sont mes valeurs, j'aimerais bien que vous creusiez un tout petit peu ce point. Ouais. Parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Oui, que j'en parle parce que mais tout le monde n'est pas forcément au clair sur cette idée de valeur. Sacré. Et sacré, je suis un spécialiste du sacrum depuis toujours parce que j'ai eu comme maître Bénichou, Albert Bénichou, à qui je rends ô combien c'est quelqu'un qui m'a permis d'être qui je suis maintenant. Et vous avez enseigné en école d'ostéopathie sur le sacrum. Voilà. Et donc, le sacrum, c'est un os qu'on ne connaît pas. Tout le monde connaît le coccyx. C'est assez étonnant, c'est notre petite queue, hein, d'accord? Et personne ne connaît le sacrum qui est juste avant le coccyx. La queue ancestrale, oui. Et qui est donc ce qu'on appelle, nous, la colonne fixe, d'accord? Qui est une soudée, qui est 5 vertèbres soudées et qui se retrouve donc au niveau du pli interfessier, je dirais. Donc plein au niveau des fesses. En médecine chinoise, c'est le centre énergétique du corps. 80, alors certes je suis spécialisé du sacrum, donc j'ai bien entendu beaucoup de patients qui viennent pour le sacrum, mais je pourrais dire que pratiquement, je vais dire ça en 90% de mes patients, 90% de mes patients ont eu un traumatisme du sacrum. Or un traumatisme du sacrum, il faut savoir que en rapporté à la structure, donc qui est notre étude de base, et la biomécanique qui est l'étude de base de l'ostéopathie, c'est le fondement, c'est le basement, c'est la base de la colonne vertébrale, et c'est la base horizontale sur laquelle on appuie et on tient notre colonne vertébrale. Ah, c'est notre assise. C'est notre assise. Alors, je donne 2 schémas qui sont extraordinaires. En parallèle de l'homme, c'est le schéma de l'homme debout, fier, et le schéma de l'homme debout cassé. Et à côté de lui, je mets le schéma du chien avec la queue entre les jambes. C'est pas difficile. Il a la queue entre les jambes, comme je dis. Oui. Donc le sacrum complètement en flexion, replié. C'est le chien qui a peur, d'accord, qui est en état de stress et qui est comme l'homme cassé. Il est brisé sur le plan énergétique. Vous allez pas me dire qu'il va courir ni sa femelle, ni faire un sprint. L'homme debout qui est fier, il a le sacrum qui est redressé, comme le chien qui est tout fier avec la queue en l'air, qui a un sacrum bien placé en extension. C'est corollaire de la joie pour le premier, l'homme en extension, et le sacrum en extension. C'est corollaire de la peur et de la déprime, et du stress pour l'homme et le chien, ou nos animaux à 4 pattes, pour le sacrum qui est la queue entre les jambes. Et ces patients qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont eu un problème de sacrum suite à des chutes ou pas, ou alors il s'est désaxé par justement leur psychologie ou leur mode de vie? Alors, très souvent, le premier choc, il est traumatique, et c'est souvent entre 8 ans et 12 ans. Que on chahute pas mal quand même à l'école, ou on chahute avec les copains, et on tombe sur les fesses. Et à cet âge-là, alors sur le moment, on est paralysé, hein, parce que c'est une fracture vertébrale quand même accessoirement, hein, où il se déplace et il se met en flexion, et il se bloque. Et le problème, c'est que à partir de là, on adapte, et il va se réveiller au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il a compensé tout le temps. Voilà. Mais quand je pose des questions sur cette chute initiale, très souvent des patients me disent « moi je suis jamais tombé ». Puis la fois suivante, quand ils viennent me voir, parce que je fais toujours 2 séances, étant donné que c'est un choc ancien, et je veux voir un petit peu qu'est-ce qu'il engendre comme mémoire et qu'est-ce qu'il engendre comme correction au niveau... Oui, parce qu'il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Hein. Donc c'est ce que j'appelle une séance de consolidation. Et vous voyez, consolidation, hein. C'est bien autant sur le plan structurel, donc comment on tient, hein, une architecture, elle doit tenir debout, et structure également sur le plan énergétique. Et c'est là où je fais le parallèle avec Notre-Dame. Je discutais avec des architectes qui ont été sur le projet de reconstruction de Notre-Dame. Ce feu de Notre-Dame, et c'est là où on peut faire un parallèle avec le burn-out. Le feu de Notre-Dame a fait que donc les pierres ont chauffé, et c'est des pierres de Paris. Et je ne savais pas que de mettre de l'eau pour refroidir ces pierres, on fait que c'est devenu de la chaux. Et c'est le fait qu'il y ait eu ce toit qui est chauffé,
et qui est brûlé complètement, a fait que la structure de Notre-Dame a perdu 70% de sa solidité. Le burn-outé, qui a passé cette phase de 2, qui est le out, il est du même style. Donc vous voyez que l'énergie sacrée, la base, si vous la remettez pas d'aplomb, vous repartirez à nouveau sur des excès de déséquilibre qui font que à nouveau vous allez vous laisser entraîner. Donc votre verticalité va pencher comme un mât d'un navire qui n'est plus tenu que par vos mains. Et tenez un mât de 11 mètres, parce que les gens qui font des burn-out sont des gens qui visent assez haut comme réussite, comme moi. Tenez un mât de 1 mètre, vous pouvez le tenir longtemps. Ouais. Tenez un mât de 11 mètres avec à bout de force et que vous faites pencher de plus en plus, vous allez voir qu'à un moment, vous allez le lâcher. Hein. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à une de vos questions antérieures, je suis parti de France, j'ai changé tous mes paradigmes. Je suis venu m'installer en Suisse, où la vie est beaucoup plus apaisée. Je suis au bord du lac, j'ai cette chance-là, et je ne travaille plus qu'à mi-temps. Donc vous voyez que c'est à ce point-là, quoi. Oui, parce que si on revient un peu aux solutions, que vous en avez esquissé un certain nombre, mais vous disiez effectivement partir, faire des digital detox, dans votre cas, le régime alimentaire. Oui. Des pratiques thérapeutiques douces, enfin en tout cas ou dites alternatives ou complémentaires, type évidemment ostéopathie, réflexologie plantaire. Vous parliez d'acupuncture tout à l'heure, médecine chinoise. Voilà. L'acupuncture a quelque chose de bien, c'est qu'elle remet à niveau les trop-pleins et les vides. Le vide de rein quand on est éreinté, on est en vide. Quand on est en surchauffe de tête, on est en trop-plein de foie. Donc qu'est-ce que va faire l'acupuncteur? Qu'est-ce que va faire le réflexo plantaire? Il va abaisser l'énergie du foie, il va monter l'énergie des reins. Du coup, vous tenez mieux. Voilà, donc il y a tout ça vraiment à mettre en place en même temps, je dirais de manière concomitante. En même temps. Et sur la durée. Conscientiser. Soi. On se conscientise. Parce qu'on était parti sur les valeurs et le sacrum. Donc c'est comment déterminer quelles sont ces valeurs. Parce que du coup on est parti sur cette valeur sacrée du sacrum. Voilà, alors j'étais sur la structure. Je vous ramène au point de départ. Vous avez raison parce que j'ai tendance à... Je vous ai récupéré là. Donc je reviens sur le sacrum. Je l'avais moi-même oublié en cours de route, mais on revient sur ces valeurs. Comment déterminer ces valeurs? Donc on est bien d'accord, le sacrum, structurellement, c'est la base de la colonne vertébrale, mais c'est aussi symboliquement notre base. Oui. Et le sacrum a quelque chose d'extraordinaire, c'est que s'il s'appelle sacrum, c'est pas pour rien quand même. C'est l'os qu'on offrait aux dieux chez les anciens et qui, en fonction de la forme parce qu'il résiste particulièrement, c'est le seul os qui résiste au feu et à la dégénérescence quand on meurt. Donc il a quand même une symbolique, d'accord. Et en fait, cette symbolique, c'est quoi? C'est la valeur que l'on se donne et la valeur que, quand on est venu sur Terre, on doit venir retrouver, je dirais. Ça, c'est un peu compliqué. Ça veut dire l'essence de pourquoi on est venu sur cette Terre. Comment est-ce qu'on peut trouver ça? C'est pas évident. Parce que justement, je pense qu'il faut l'aide de quelqu'un. D'autant plus quand on est d'une nature où on s'oublie, où, à l'image de Frauenberger, on veut avoir ce fameux ce complexe d'Icare où on se prend pour un dieu, ou alors on veut paraître. C'est ça. Et puis de toute façon, si on est dans cette fuite en avant de la perfection du boulot, on en parlait au début, c'est qu'il y a un vide intérieur, un vide existentiel qui n'a pas encore forcément mis le doigt sur cette essence, ou alors qui le pressent, mais qui a du mal à l'incarner. Oui, complètement. Il y a un défaut d'incarnation et on ne s'intéresse pas. Ou pire que ça, on se mésestime tellement que c'est l'autre qui devient. On vit pour l'autre. Alors moi j'ai trouvé un des métiers extraordinaires pour ça. Mais regardez les artistes sur scène. Oui. Regardez, je parle du clown. Le clown adore faire rire sur scène. Et puis on voit très bien dans combien de livres où on parle du clown triste qui rentre chez lui, qui se met à pleurer. Oui, d'ailleurs dans le jeu du Tao du clown, on voit bien ces doubles postures, ce double masque. Posture. Hein. Ouais.
Chaque co-personnalité, on en parlait avec Florence Bory, effectivement, a son corollaire. Ouais. Un journaliste un jour me posait la question, mais avant, dans les années 70, on parlait pas de burn-out. C'est vrai. Et maintenant, d'ailleurs, vous disiez que votre premier burn-out, alors je ne vous dis pas que vous l'avez fait dans les 70 parce que vous 2000. étiez trop jeune. C'était 2000. Mais déjà, c'était limite. C'était limite. On parlait pas de burn-out ou très peu. Il y avait Catherine Vazet, Florence d'ailleurs, ma compagne Florence Bory, qui avait déjà travaillé dessus. Mais on n'en parlait pratiquement pas, quoi. Et c'est là où je rejoins ce que dit Bruce Lipton, c'est là où je cite des gens comme Greg Braden, c'est là où je cite des gens, toujours liés à R, Olivier Ferrari, qui a fait ce fameux bouquin sur l'écosystème de la forêt avec la nouvelle économie. On est à un changement, on le sait. 2020 est, à mon avis, le point de non-retour de ce changement de paradigme. En 1970-2000, jusqu'à peu près 2000, on pouvait vivre comme on l'a vécu, en courant comme des fous, etc. Mais on sent bien que ça montait en puissance de plus en plus. Au point même que les gens se disent, y compris ceux qui gèrent ce monde, ils sont dans cette boucle, ils savent même plus l'arrêter. Et là, il y a, on le sait, je crois que c'est Greg Braden qui le dit, mais on le voit de plus en plus sur un certain nombre d'émissions, où on sait que le niveau énergétique et le niveau vibratoire, que ce soit Schumann ou d'autres, de la Terre, a monté a priori énormément entre, alors ça reste à démontrer certes, mais on le les ressent. Résonances de Schumann. Les résonances de Schumann ont monté de 7 à 34, je crois, en 5 ans. Et on sait que le niveau de la vibratoire de la Terre a manqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bombardé par cela. Ça veut dire que des choses qu'on acceptait il y a 10 ans, on ne peut plus les accepter. Alors, d'autant plus quand on est hyper sensible. Et donc, tout le monde se trouve bombardé d'eux, submergé d'informations, et on commence à entendre d'ailleurs des gens dire avant, on n'avait pas d'informations, on allait les chercher. Maintenant, il y a trop d'informations. On va chercher quoi? Le silence. J'entendais sur France Inter l'autre jour que chez les jeunes, il commence à y avoir une décélération. Oui. On observe ces dernières années de l'usage même des réseaux, etc. Alors qu'on avait l'impression que ça allait être vraiment exponentiel. Dans la conférence que je faisais sur le stress, il y avait un journaliste qui avait eu l'idée assez géniale d'amener 5 jeunes qui ont fait il y avait le major de Polytechnique, major d'HEC, etc. Et il les a interrogés sur, nous étions, et ils nous ont dit, vous êtes vous, hommes de plus de 50 ans, ou femmes de plus de 50 ans, des pionniers dans cette introduction à commencer à raisonner sur l'innovation managériale, à gérer sa vie, à gérer l'écologie, notre écologie. Et mais il dit, la génération entre les deux, il y en a pas. Et nous, par contre, nous avons 25 ans, 30 ans. Nous, par contre, la façon dont vous avez, vécu, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est pas avoir un compte en banque qui soit blindé. Ce qu'on veut, c'est une qualité de vie. Et la qualité de vie, elle passera par nous, c'est-à-dire nous écouter justement à quoi résonne notre corps et notre écologie intérieure, et qu'est-ce que c'est, quelles sont nos valeurs sacrées. Quelle belle conclusion pour cette génération qui arrive. Et en même temps, ils ont aussi du pain sur la planche. J'espère parfois que c'est juste pas trop lourd aussi pour leurs épaules. Moi, je le vois avec mes filles adolescentes. C'est vrai que cette génération est aussi avec l'état du monde aujourd'hui. C'est pas forcément évident, en fait, pour ces jeunes-là non plus de porter ce poids. Il faut vraiment. Alors, ils ont cette conscience et en même temps, ils savent que le temps est compté. Et je pense qu'ils sont étudiés pour. Je suis convaincu qu'ils sont étudiés pour. Ils ont le câblage qui va bien. Le câblage, ils sont structurés comme nous, et puis ils sont trois trains d'avance de nous, en avance de nous, c'est-à-dire qu'ils ont déjà compris des choses que nous continuons d'essayer d'apprendre à comprendre. C'est ça. Je dirais. Oui, tout à fait. Ça va beaucoup plus vite et tant mieux pour eux.
Merci beaucoup Olivier Lombard. Alors je rappelle le titre de votre livre, Le complexe d'Icare, aux éditions Flammarion. Et puis évidemment, si on veut vous consulter en tant que thérapeute, on peut vous retrouver sur votre site internet peut-être ? Complètement. Je vous laisse donner l'adresse. Oui, c'est Olivier Lombard, 75007 @orange.fr. Et il y en a un deuxième, ça c'est pour la Suisse, parce que je passe maintenant beaucoup de temps et le majeur du temps en Suisse. C'est Olivier Lombard, minuscule attaché, 15@gmail.com. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci infiniment. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.